Bonjour à toutes et bonjour à tous, un nouvel épisode sur le pressé. On va parler de Oklahoma State avant le choc face à Oklahoma. Voilà, c'est vraiment le choc annuel, la Bedlam série, c'est vraiment la grosse confrontation. Et on va surtout parler d'Oklahoma State, un petit peu d'Oklahoma aussi, mais d'Oklahoma State parce que ben voilà, je suis avec Baptiste qui s'occupe du compte français de Oklahoma State, le cowboy solitaire. Salut Baptiste, ça va? Salut Jean-Mi, eh ben, écoute, tout va bien, j'espère que de ton côté ça va aussi. Ouais, ouais, écoute, nickel, ça va. Ouais, ouais, ouais. Ben, on est excité pour ce match-là parce que Tout à fait. voilà, demain, c'est vraiment le gros choc. Alors, ok, il y en a qui vont dire, c'est pas Georgia, Alabama, c'est pas, mais Oklahoma State, c'est une rivalité tellement historique. En plus, les deux équipes sont plutôt bonnes, surtout Oklahoma State parce qu'Oklahoma, il commence un petit peu à perdre des matchs, mais ça va être encore un truc extraordinaire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, mais on va commencer comme d'habitude avec la question rituelle. Classique. C'est, tu habites où et tu fais quoi dans la vie? Eh ben, j'habite à Valence et je suis CPE dans un lycée sur Valence, donc voilà, dans l'éducation nationale. Ok, ben parfait, ça va, nickel. Alors ensuite, la deuxième question traditionnelle aussi, c'est que comment on passe de Valence en France à Oklahoma State? Bah, moi, c'est une raison familiale, c'est assez classique. Alors, j'ai pas eu la chance de faire mes études aux États-Unis. Par contre, ma grande sœur, voilà, est partie en 2009 du côté d'Oklahoma State en échange. En fait, elle est plus jamais revenue en France. Elle habite toujours dans l'Oklahoma, donc voilà, donc moi c'est une question de familiale. Alors au départ, pas tant que ça. Moi j'étais plus axé basket. Là, moi je suis la génération Tony Parker, on va dire ça comme ça. Tony Parker il gagne son premier titre en NBA en 2003. J'étais en début de lycée. Enfin bref, et voilà, la hype pour le basket avait vraiment pris en ce moment. Enfin en tout cas pour les ados de mon âge à ce moment-là. Donc voilà, j'ai été plus attiré par le basket. Après la NBA, ça m'a un peu gonflé pour être tout à fait honnête. J'ai commencé à regarder la NCAA parce qu'à l'époque, il y avait ESPN qui était dispo sur Canal à l'époque, donc on pouvait regarder les matchs un peu sympas. Oui. En tout cas, c'était plus simple qu'à l'heure actuelle, on va dire. Et puis après, j'ai basculé en début des années 2010 environ sur Oklahoma State, suivre de loin, pour être tout à fait honnête. Je ne vais pas dire depuis 2010, je regarde tous les samedis, mais non. On va dire que c'est à peu près vers 2014 que je m'y suis vraiment mis à fond. Et puis voilà, puis j'ai créé le compte Twitter en 2017, ou je crois, ou 2016, je crois, un truc comme ça. Parce que voilà, à l'époque, il y avait Volunteers France qui est toujours présent. Il y avait un compte Michigan State qui malheureusement a disparu. Il y avait un compte Washington, je crois aussi. Enfin, il y avait Max aussi qui tient Jazz France qui avait un compte Clemson. Enfin, on était très peu, voilà. Donc j'ai dit, allez, go, c'est parti. Et puis voilà, ça m'occupe un peu ma semaine, on va dire ça comme ça. Et puis c'est toujours sympa de suivre voilà, un sport avec de la ferveur, même si on est très loin. Je pense que ça permet voilà, de gagner, on va dire, au niveau de la curiosité, voilà, d'essayer d'en savoir un petit peu plus, de s'imprégner de la culture, de comment ça se passe là-bas. Enfin voilà, donc comme je suis curieux de nature, voilà, ça a été l'étape classique, on va dire, quoi. Bah ouais, très bien. Et tu as un projet d'y aller un jour? Et ben là, j'y retourne. Alors Ah, moi, tu y j'y suis retournes, allé, tu es déjà allé en fait, ouais, oui. j'y suis allé trois fois, quatre fois, j'arrive pas à Eh me souvenir. bien. Euh, alors j'y suis allé. Alors malheureusement, j'ai jamais vu de match de college football puisque j'étais allé surtout pour les vacances de Noël. Donc j'ai vu pas mal de matchs de basket par contre, mais je n'ai jamais match de college Ah football oui. malheureusement. C'est des chouettes expériences. J'ai eu la chance d'aller voir un match NFL aussi du côté des Kansas City contre les Riders en plus. Donc c'était à la saison 2019. C'était le dernier match de la saison, voilà, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, donc moi j'y retourne là pour les vacances de Noël. Alors malheureusement ma sœur n'est plus à Stillwater, elle est à Norman et elle est pas très loin, Ah, elle est juste à à la côté traître. d'OU. Et oui, puisque voilà, je vais vous donner un peu des détails, mais son mari maintenant travaille pour OU, donc voilà, ils habitent à Norman. Bon voilà, donc je vais me sentir mal pendant 2 semaines, mais voilà, je suis quand même très content de revoir ma sœur, donc voilà, pas de souci de ce côté-là. Ouais, je suis sûr que tu as fait une couverture de lit tout au rouge et blanche avec marqué Schooner. Ouais. Tiens, c'est Non, ta non, chance. parce que j'ai de la chance. Voilà, alors, ma sœur est pas très axée sur les réalités sportives, mais voilà, elle n'aime pas trop OU non plus. Voilà, je pense que c'est des choses qui sont prégnantes, même quand tu n'es pas forcément là-dedans, quand tu es étudiant, tu vois, à la fac. Et en réalité, elles Ouais. sont ancrées en toi parce que tous les jours, c'est un peu sous-jacent, ce genre de choses. Et voilà, tu te sens obligé de détester, on va dire, les facs rivales, quoi. Même si c'est pas ton truc au départ, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Non, mais c'est très sympa ça. Bon, ben écoute, on va commencer à parler un petit peu d'Oklahoma State. Et donc, vous êtes à 6-2.
Ce qui est plutôt un bon bilan. Et d'ailleurs, c'est dommage parce qu'au début de la saison, c'est quoi cette déroute face à South Alabama en plus, à domicile? Alors, c'est vrai que cette défaite, elle est à la fois alors surprenante quand on dit putain Oklahoma State qui perd contre Alabama à domicile, et pas si surprenante que ça non plus, puisque les Jaguars, lors de ma preview que j'avais fait pour The Trick Play, j'avais dit attention à ce match-là, il me fait quand même très très peur. Sauf Alabama est sorti une saison à 10 victoires. C'était pas une petite équipe, et ils avaient 10 titulaires de retour. Enfin bref, il y avait en fait tout pué le match piège par excellence, et Euh, ça n'a pas loupé. Tu rajoutes le fait que au début d'année, on a eu quand même, au niveau de la rotation en attaque, c'était très compliqué. On a joué avec 3 quarterbacks par match pendant 4 matchs. ouais. Voilà, tu fais la tronche et tu as tout à fait raison de faire la tronche. En fait, ce qui fait qu'on a, je ne sais pas pourquoi, mais McGundy a vraiment mis du temps à dire voilà, ça sera telle personne le titulaire. Donc, on a joué avec Alan Bowman, qui est maintenant le quarterback numéro 1. On a joué avec le fils Gundy, voilà, ils partageaient à peu près le même nombre de snaps, de drives, ça, il n'y a pas de souci. Et Garen Trengel, un redshirt freshman qui vient de Texas, enfin, du Texas, pardon. Donc Ouais. voilà, donc ça a été un début de saison effectivement, comme tu dis, compliqué. Après, derrière, on perd à Iowa State. Et là, on se dit, oh putain, 2 défaites de suite. On est à 2-2. En plus, les Cyclones, personne ne les voyait bons cette année, très clairement. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'ils sont pas si mal que ça, parce qu'ils sont aussi en tête de la Big 12. Donc en fait, cette défaite, elle n'est pas dégueulasse non plus. Par contre, c'est vrai que cette défaite contre Alabama, voilà, compliqué. Après, il y a eu la bye week. Et après, on a enchaîné une série de 4 victoires, Ah oui. notamment une très belle victoire contre Kansas State. Voilà, quand on voit la puissance des Wildcats cette année, voilà, ça fait plaisir parce que là, ils sont montés en puissance. Enfin, il y a un Texas-Kansas State là, ce week-end qui va être hyper, hyper intéressant. Donc voilà, donc, actuellement, tous les voyants sont verts. On tape Kansas State, on tape Kansas, on tape West Virginia, qui est pas si mal que ça cette année, et on détruit Cincinnati, bon, qui est en difficulté, mais là, des fois, il faut détruire les équipes qui sont plus faibles que toi. Bah, là, ça a été le cas. Donc voilà, donc les voyants sont au vert, aussi bizarre que ça puisse paraître, et c'est presque un peu bizarre quand on arrive à Bedlam, parce qu'en général, quand on arrive à Bedlam, on a des blessés, on a des trucs comme ça, et il y a une dynamique qui est souvent positive pour Oklahoma et défavorable pour nous. Et cette année, c'est presque le contraire, parce que bon, tu as suivi la saison d'Oklahoma, et c'est vrai que depuis le Red River Showdown, je ne sais pas si toi ce que tu en penses, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, quoi. Ah ouais, 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 franchement. Bon, on parlera d'Oklahoma un petit peu à la fin, mais oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Donc, tu l'as dit, vous avez commencé avec 3 quarterbacks différents. Désormais, il y a vraiment un titulaire affirmé, c'est Alan Bowman. Alors, Alan Bowman, il joue sa 6e saison universitaire et avec sa 3e université. Enfin, il joue. À Michigan, il n'a pas trop Il n'a pas joué, joué, mais ouais. bon, c'est quand même sa 3e université. Donc, parle-nous un petit peu de ce Alan Bowman. Alors c'est vrai que c'est un quarterback qui est expérimenté, et je pense que en college football, tu as 2 choix pour vraiment performer. Soit tu as un crack, voilà, qui t'emmènera au sommet, qui est hyper doué, soit quelqu'un qui est capable de limiter les erreurs, parce que je pense que c'est ça aussi, être un bon quarterback en college football, même un bon quarterback tout court, c'est limiter les erreurs et savoir faire ce qu'on a besoin de toi. Et à la Bowman, c'est exactement ça. Il a joué très jeune, et je crois qu'il était true freshman quand il était titulaire avec Texas Tech, donc c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de jouer très vite. Il a fait une bonne saison, on va dire. Après, ça a été un peu plus compliqué et il a dû partir du côté de Michigan. À Michigan, mine de rien, il a quand même fait 2 fois, il est allé 2 fois au College Football Playoff, donc ça veut dire quand même de l'expérience dans une équipe qui gagne. Alors, je ne sais pas s'il a volé des signes, je ne vais pas encore demander, mais parce qu'il a volé voilà, des appels de jeu, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de gagner, et je pense qu'on a besoin de ça aussi pour créer une espèce de dynamique victorieuse. Voilà, je pense que les cercles vicieux, les cercles vertueux sont hyper importants en college football de manière globale. C'est-à-dire que quand on gagne, on a tellement l'habitude de gagner qu'on voilà, on voit avec Georgia par exemple, ils savent plus perdre. Et quand tu sais plus perdre, bah tu perds plus quoi, d'une certaine façon. Et inversement, quand tu sais plus gagner, bah, c'est quand même compliqué. On pense à Nebraska. Tu avais beau avoir Scott Frost qui était un super coach du côté du CF, bah, Nebraska ça a jamais décollé parce que bah, une fois que tu as la Scoumoun, c'est quand même compliqué de sortir de ça. Donc voilà, donc Oklahoma State avait réussi au fil des années à créer un espèce de cercle vertueux. Et donc, je pense qu'ils sont allés chercher un quarterback qui leur permettait de continuer ce cercle vertueux-là. Après, la gestion, je ne sais pas pourquoi du comment ce choix de 3 quarterbacks. Toujours est-il que maintenant, il est là. Alors, il n'est pas extraordinaire, hein, je vais être tout à fait honnête avec toi, Jean-Mi. Hein, il fait quand même, je trouve qu'il fait quand même un peu des erreurs, mais il a un bras tout à fait correct. Il- Depuis qu'il est titulaire, je le trouve beaucoup moins hésitant sur ses lancers, sur les décisions qu'il a à prendre. Après, il fait quelques. Là, il balance une interception ce week-end, ce qui est quand même pas très joli.
Et pour un sixième année, tu vois, c'est pour ça que tu prends un sixième année finalement, pour éviter ce genre d'erreur-là. Là, il fait une erreur un peu bête. Bon, c'est pas dramatique parce que de l'autre côté, il y a eu beaucoup d'erreurs aussi. Mais voilà, c'est un bon joueur de college football. Ne vous attendez pas à être ce qu'il soit appelé ou quoi que ce soit en NFL. C'est pas du tout ce type de joueur-là, qu'on soit très clair. C'est des joueurs qui, qui sont au courant de leurs propres limites et qui sont tout à fait contents de jouer à ce niveau-là. Tu joues dans une grosse fac, tu fais tes 6 ans, tu es content, tu gagnes un peu d'argent, parce que maintenant ils peuvent un peu gagner d'argent, et puis tu passes à autre chose plus tard, quoi. Voilà, mais c'est un quarterback qui correspond à ce qu'on est nous en termes de recrutement, de ce qu'on a envie de faire avec les quarterbacks. Je veux dire, on va pas recruter des 5 étoiles, voilà, on va pas recruter des Dante Moore, c'est pas notre ADN. Voilà, on va choper des gens qu'on peut développer tranquillement, et Alan Bowman, c'est exactement ça, quoi. Voilà. D'accord, OK, donc voilà, le bon game manager qui fait peu d'erreurs, qui fait avancer l'attaque. De toute façon, en attaque, vous avez une star, une véritable star. Écoute, moi, l'année dernière, je ne l'avais vraiment pas suivi, je le découvre cette année, il est que sophomore. Donc c'est vrai, moi, je parle beaucoup de draft, donc là, on ne parle pas de draft, ou en tout cas la draft 2025, donc on a vraiment le temps. Mais la star en attaque, là, il faut vraiment que tu nous en dises un mot, c'est le coureur Oli Gordon. Quel monstre! Quel monstre, quel monstre, quel monstre. Alors lui aussi, il a été très peu utilisé sur ses premiers matchs. Sauf Alabama, je crois qu'il a eu que 4 portées. Enfin bref. Et là, depuis la bye week, c'est une espèce de. Je vais être un petit peu, je vais faire un peu mon humeur, mais c'est probablement le meilleur running back du pays à l'heure actuelle. Ah, je crois, oui, ah oui. Et puis c'est un mec, il se passe toujours un truc. Ce qui est impressionnant, c'est il a un peu ce packaging complet du running back, c'est-à-dire qu'il est puissant, il gagne des yards après contact. Des fois, on se dit, bah, il va faire un yard, mais non, il arrive à gagner 3 4 yards, et finalement, c'est ce genre de petit gain qui te permet de faire progresser un drive. Et puis, il a une explosivité, en fait, il est bon sur les gains longs, les gains courts, la puissance, on va dire la vision globale de ce qu'on attend d'un running back. Alors, toute proportion gardée, des fois, il me fait un peu penser à Le'Veon Bell. Tu sais, quand il courait, il avait tendance à attendre un peu de voir comment ça se goupille au niveau de la défense pour après prendre la brèche. Alors, voilà, Ouais. toute proportion gardée, hein, je ne sais pas s'il aura la carrière de Le'Veon Bell. Je lui souhaite. Pas les côtés extra du terrain, par Non. contre. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Et puis, il insuffle une énergie. Je pense que c'est important, en fait. On le voit sur le bord du terrain. Il discute avec les autres viennent le voir. Enfin, il y a une énergie positive qui se crée autour de ce gars-là. Et je pense que c'est hyper important aussi. Alors, il a eu un épisode, je pense, qui est important pour lui cette semaine. Il fumble le ballon. Donc, on perd le ballon sur un safe fumble. C'est la première fois que ça lui arrive. C'est parce que jusqu'à présent, il a été plutôt bon au niveau de conservation du ballon. Quand on voit les shoots qu'il prend, et je pensais que ça allait arriver au jour ou l'autre parce que voilà, il se donne beaucoup et on sait que voilà, on peut perdre le ballon facilement dans ce genre de choses. Donc bref, il perd le ballon et il arrive très frustré sur le bord du terrain et Mike Gundy va le voir. Et il s'ensuit une conversation avec lui où Gundy d'ailleurs en a parlé en disant voilà, que c'était à lui de progresser sur là-dessus, en disant voilà, tu as fait une erreur, maintenant qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise? Quel rôle tu vas avoir vis-à-vis de tes coéquipiers, etc., etc. Bref, Gundy, en plus, je trouve un rôle très paternaliste, alors tomber dans les clichés, mais voilà, vis-à-vis de lui. Mais voilà, Oli Gordon, c'est quand même un joueur extraordinaire. Alors, je suis pas du tout surpris de le voir à ce niveau-là, qu'on soit très clair, parce que c'est un joueur que je suis depuis relativement longtemps, en fait, parce que dès on lui a donné une offre de scholarship, tous les insiders texans ont dit, putain, ce mec-là, ça va être une machine. Et donc, en fait, j'ai suivi sa saison senior, où il était du côté il est texan, hein, voilà. Je crois que c'est Euless Trinity, son high school, donc c'est une powerhouse texane. Et en fait, il avait des stats dingue là-bas, quoi. Enfin, il tournait presque, je crois, à 300 yards de course par marche. Enfin, ça a été un peu un late bloomer, j'ai envie de dire. Il n'avait pas d'énormes offres à la sortie du lycée. C'est un prospect que 3 étoiles, entre guillemets, tu vois, c'est même pas un 4 étoiles. Mais en fait, il avait tellement des stats et tous les mecs qui ont vu le jouer ont dit ce mec-là, ça va être un crack. Et effectivement, c'est un crack. C'est un true sophomore, c'est-à-dire qu'il a même pas, parce qu'en général, à Oklahoma State, nous, ce qu'on aime bien, c'est recruter, tu vois, des 3 étoiles, borderline 4, laisser une saison un peu tranquille, tu apprends le système, tu apprends comment ça se passe, et après tu les fais jouer. Bah lui, surtout quand un running back, souvent on a tendance quand même pour leur demander de prendre du muscle, prendre de la puissance physique. Là, même pas, il a joué l'année dernière, il n'a pas été extraordinaire, mais il a joué l'année dernière, et puis là, il a explosé, quoi. Ça a été voilà, une performance qui était vraiment très belle à voir, et puis une impression de talent que même Justice Hill, même Chris Carson, des running backs, même Chuba Hubbard, tu vois, même Chuba Hubbard qui a fait des saisons extraordinaires, Ah oui. euh,
m'ont pas donné. Là, c'est un espèce de wow factor que j'ai plus connu depuis, enfin que la fac a plus connu depuis Barry Sanders, j'ai presque envie de dire, tu vois, pour faire toute proportion gardée, bien évidemment. Mais voilà, il fait quand même des stats là. Il a il a 200, 250, plus de 250 yards sur les deux matchs, les deux derniers matchs. Pareil, le match d'avant où il y a 150 à la réception et 150 à la course. Enfin bref, c'est des stats qui sont extraordinaires et qui font que actuellement c'est l'un des meilleurs joueurs de tout le pays, quoi. Aussi simple que ça. Ah oui, oui, il est grand, il est costaud, il est puissant, comme tu dis, il a des bons cuts. Moi, j'ai une petite question aussi, et au niveau des mains, ça donne quoi? Alors au niveau des mains, ça va. Il a été beaucoup utilisé à la passe contre, c'était contre Kansas. Parce qu'il avait un peu, parce qu'au niveau de la D-line de Kansas nous a donné un peu de difficulté, mais il a été capable de se démarquer au niveau du backfield et ouais, il finit, je crois, avec 150 yards à la réception, dont une réception de 60 yards. Enfin, il est hyper complet. Voilà. Alors, j'aurais pas une vision aussi fine que toi au niveau scouting, etc. Mais il m'a donné l'impression d'être vraiment un profil couteau suisse avec cette capacité t'as besoin qu'il attrape la balle, il attrapera la balle. C'est pas son truc premier, qu'on soit très clair. Il est tellement bon à la course que voilà, autant le laisser faire ce qu'il sait faire, mais il peut être utile, on va dire, à la réception, quoi. Voilà. Ok, donc voilà, les amis, franchement, le coureur, Oli Gordon, le numéro 0, c'est vraiment sur lui que vous devez poser vos yeux dès qu'Oklahoma a le ballon. Alors, pas que sur lui, évidemment, il y a également d'autres joueurs. Moi, par exemple, j'aime bien le receveur très dynamique, Brennan Presley. Tout à fait. Donc, dis-nous un mot sur Presley, puis également sur l'autre escouade de receveurs, enfin, sur les autres joueurs de l'escouade de receveurs. Alors c'est vrai que Brennan Presley, alors lui je l'aime bien parce que c'est un mec de l'Oklahoma déjà pour commencer. Je trouve que c'est cool. Oui, Le niveau high school de l'Oklahoma est plutôt assez élevé. On a notamment Bixby qui est un lycée dans la banlieue de Tulsa qui est enfin, actuellement un des meilleurs lycées du pays, voilà, tout état confondu. Donc Brennan Presley, c'est un gosse de l'Oklahoma. Il a tout de suite assez joué. Il est dans le slot, il est hyper intéressant. Il n'est pas très grand. Alors pareil, ça va être des profils. Voilà, pareil. Ne vous attendez pas à peut-être une Redfield Free Agent, mais voilà, c'est un joueur qui a des limites, on va dire, qui est limité physiquement, je pense, pour pouvoir espérer d'aller en NFL. Mais c'est un profil qui fonctionne bien dans notre attaque. Effectivement, il fait ses stats, il marque. Il est sûr. Je pense que c'est important aussi, ce genre de joueur-là. Tu as besoin de faire bouger les chaînes, bam, tu lui donnes la balle. Voilà, c'est un joueur hyper intéressant, on est d'accord, et c'est notre principale arme en attaque à l'heure actuelle, parce que malheureusement, du côté des receveurs, on a pas mal de casses. ah, Ouais. On a Deshaun Stribling qui nous arrivait de Washington State, qui était notre receveur numéro 1 avant le début de la saison. Il s'est pété pour le reste de la saison. Mais on a la chance d'avoir un corps de receveur quand même bien fourni. On a Jaden Bray qui est plutôt intéressant, Rashad Owens, pareil. Enfin, là, tous des mecs de l'Oklahoma en plus, donc ça c'est plutôt cool aussi. Voilà, on a Leon Johnson de Third qui nous arrive de D2 et qui a fait un gros match la saison dernière, la semaine dernière là, avec plus de 150 yards. Donc voilà, il y a cette capacité quand même à trouver des remplaçants qui est plutôt intéressante. Mais on a un peu de casse quand même à ce niveau-là. Et puis on n'a peut-être pas de James Washington, on n'a peut-être pas de Dez Bryant cette année, mais on a quand même un corps de receveur très intéressant. Lors de la preview que j'ai fait, j'ai dit que c'était aussi bizarre que ça puisse paraître avec tous les départs sur le portail transfert. Bah, en fait, j'étais pas mécontent du corps de receveur qu'on a. Et effectivement, une fois que la ligne offensive a fonctionné, une fois qu'on a trouvé notre quarterback, bah, finalement, c'est plus simple pour les receveurs de trouver leur automatisme. Et on le voit semaine après semaine que ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. ok, ben ça va, nickel. Alors, mais alors tout ça, tu vois, que ce soit le quarterback, que ce soit le jeu de course, que ce soit les receveurs, forcément, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une ligne offensive. Et là, franchement, moi, j'en connais aucun. Quand je regarde les noms, il n'y en a pas un qui me saute aux yeux. Donc, ben, déjà, dis-nous un petit peu en global cette ligne offensive, ce qu'elle donne. Et puis, est-ce qu'il y a peut-être un joueur qui se détache du lot? Alors, la ligne offensive nous a fait très peur en début d'année. C'était le repoint d'interrogation. En fait, c'est le point faible de manière globale, je pense, d'Oklahoma State. Et ça a été le point faible au début d'année. C'était très clairement la ligne offensive et la santé de la ligne offensive. Parce que voilà, il y a beaucoup de casse et que quand tu recrutes très très bien, bah, tu as la profondeur pour pouvoir avoir de la casse. Nous, on ne l'avait pas. Pour l'instant, ça tient. Alors, il n'y a pas de prospect, qu'on soit très clair. Là, actuellement, j'en vois pas. C'est une ligne offensive qui est relativement âgée. On a beaucoup de seniors et de redshirt seniors. Alors, il y a Jake Lehan qui est seulement qui est dans le too deep, qui est pas titulaire, qui est true sophomore, je crois, ou redshirt freshman. Enfin bref,
qui a l'air intéressant, voilà, à garder en mémoire pour les années suivantes. Mais là, actuellement, tu n'as pas de prospects. Pour moi, tu n'as pas de prospects qui peuvent être appelés en avril prochain. Mais c'est une offensive qui fonctionne bien, qui est hyper expérimenté aussi, et là qui a trouvé vraiment son mode de fonctionnement, et qui crée des brèches pour Oli Gordon, voilà, et qui est mine de rien en bonne santé. Et on est quand même en semaine 10, ce qui est relativement une très bonne nouvelle. Et on se retrouve face à des lignes défensives qui sont peut-être un peu plus blessées aussi, qui jouent avec des third string ou des trucs comme ça. Et donc voilà, ça fait la différence. Titulaire contre pas forcément titulaire en face, bah, même si tes titulaires au départ n'étaient pas extraordinaires, voilà, ça fait la différence. Ouais, Voilà. mais ouais, c'est ça une ligne offensive de toute façon. C'est vrai que sur les 5, quand il y en a un qui vraiment se détache, ça apporte quelque chose et tout. Mm. Mais en fait, une ligne offensive, c'est 5, mais en fait, ça doit être un point. Et comme tu le dis, moi, donc je les connais pas, mais j'ai la depth chart sous les yeux et je vois left tackle, c'est redshirt senior. Ensuite, left guard, Mm. c'est redshirt junior. Ensuite, c'est redshirt senior. Et ensuite, c'est redshirt senior. Et on finit par le tackle droit qui est redshirt senior. Donc, effectivement, des gars qui ont l'habitude de jouer, qui ont fait beaucoup de matchs, qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et donc, du coup, ben, c'est ça aussi qui fait qu'une offensive, elle fonctionne. Et j'ai un petit peu checké, ils ont concédé en protection 10 sacs. Bon, 10 Mm. sacs sur 8 matchs, ça va, c'est C'est plutôt pas. correct. Mm. Donc, et puis quand on voit les performances d'Oli Gordon, ben, même si on ne rate pas les matchs, par exemple, on se doute bien que la ligne offensive joue son rôle également pour le jeu au sol. Donc, voilà, un groupe expérimenté, quoi, et qui fonctionne plutôt bien. Tout à fait. Et puis voilà, on a été intelligent sur le portail des transferts. On a été chopé Dalton Cooper, qui nous vient de Texas State, qui était un bon joueur. Et ouais, il D'accord, confirme c'est être le un bon tackle joueur. gauche, donc, hein, Un c'est ça. tackle gauche, c'est ça. Alors, il a été, voilà, il a été un petit peu blessé là sur quelques matchs, mais voilà, c'est des choix intelligents de joueurs expérimentés. Je pense que voilà, c'est notre mode de fonctionnement. On va pas jouer, on va pas chercher des grosses stars. Si on peut, on y va, mais en général, les gros stars, ils regardent pas Oklahoma State en fait. C'est aussi bête que ça puisse Ouais, paraître. ouais. On n'est pas assez sexy entre guillemets pour avoir la chance d'attirer, on va dire, des grands noms ou des grandes recrues. On a une équipe qui est compétitive depuis maintenant 15 ans, et puis voilà, on sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, et on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est ça le plus important finalement. Tu vois. Ok, bah, très bien. Bah, l'un dans l'autre, quand même, ça fait plutôt une bonne attaque, plutôt Tout cohérente. à fait. On va passer un petit peu en défense. On va y aller avec les trois rideaux. Écoute, moi, je vais te donner à chaque fois un joueur par rideau, mais évidemment, tu vas nous parler bah, Mm. de ce joueur, si je ne me suis pas trompé, et puis ensuite bah, des autres joueurs qui l'entourent. Donc, on commence sur le premier rideau, et moi, le joueur que j'identifie sur le premier rideau, c'est Colin Oliver. Alors, Colin Oliver, alors c'est vrai que alors c'est un peu. Alors là, on a changé de système défensif. On est passé en 3-3-5. C'est un peu le système à la mode en college football actuellement, c'est-à-dire mettre 5 defensive backs Ah, mais pour oui, du coup, il est sur le deuxième rideau. Oui, Tout à fait. effectivement, Donc lui, j'ai il est l'adepte passé sur le. outside linebacker, mais c'est très clairement notre meilleur joueur en défense. Mais c'est un Euh, pass rusher, quoi. Moi, je l'avais Tout à comme fait. defensive end, mais bon, Il je est, pense que la position, elle n'est pas très loin non plus. Tu sais, entre tout à edge fait. et defensive end, c'est souvent un peu. Vas-y, je te laisse continuer. Mais il était defensive end en fait, hein, donc tu as ton analyse est tout à fait bonne. Mais c'est vrai qu'avec le changement de système, il est passé outside linebacker, on va dire ça comme ça. Mais il a toujours, en fait, il a ce rôle de edge. Voilà. Donc en fait, on a un système qui est hyper intéressant et en fait et qui compense les faiblesses qui peuvent exister dans les joueurs en fait. Et je trouve que ça c'est quand même cool parce qu'on soit très clair, on n'a pas on n'a pas de top player en défense. Voilà. On a Colin Oliver qui est là, on a Kendall Daniels que je pense que tu vas mentionner, que tu vas mentionner après. Mais en dehors de ça, c'est des très bons joueurs. Mais je pense que c'est et le collectif et le système qui font qu'ils sont bons aussi. Voilà. Et donc voilà, donc on a un système 3-3-5 qui fonctionne très bien. Donc on a cherché pareil un coordinateur défensif de division 2, Brian Dardo. Donc sa première année, et puis ça fonctionne bien. Alors Colin Oliver, prospect NFL, très clairement. Il avait fait une saison de true freshman qui était une des meilleures du pays, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Dis-nous un petit peu plus sur lui. Ouais, je veux dire, ses qualités, c'est. Ouais, ouais. Alors, les qualités de Colin Oliver, bah déjà, moi je trouve qu'il sent très bien le jeu. Et je pense que c'est des qualités qui sont un peu difficiles à dire. C'est pas parce que tu cours plus vite, etc. Mais je pense qu'il a un très haut QI football, on va appeler ça comme ça, voilà, si ça te va. Il a joué en tant que true freshman, il a été titulaire en tant que true freshman. Et ça, c'est quand même
quand on connaît Oklahoma State, c'est une performance. Il a été extraordinaire dans son année true freshman. L'année dernière, ça a été un petit peu plus compliqué, mais je pense qu'il a eu un petit peu du mal, pareil, parce qu'on a changé 2 fois de système enfin, coordinateur défensif. On avait Jim Knowles qui est parti du côté d'Ohio State, pardon, remplacé par Derek Mason, et Derek Mason n'est resté qu'un an. Et maintenant, on a Brian Nardo. Donc voilà, donc il y a un peu de changement au niveau de la défense. Mais voilà, c'est un joueur qui, je trouve, qui sent bien les coups, qui est plutôt puissant, assez explosif. Euh, alors, quel rôle il peut avoir à plus haut niveau? Est-ce que c'est vraiment rester en outside linebacker ou defensive end? Je ne sais pas. Il me semble peut-être un peu petit pour jouer edge, voilà, pour jouer defensive end. Mais en outside linebacker, dans une défense 3-4, tu vois, ça peut être intéressant, je pense. Et je pense qu'il le prépare pour ça aussi. À mon avis, il avait peut-être des velléités de départ suite à la saison dernière. Mais on dû lui dire, OK, on change de système, tu vas pouvoir retrouver des stats. Et effectivement, il a retrouvé des stats qui sont correctes. Et voilà, quand on sait l'attrait des stats pour le scouting ou des choses comme ça, il avait besoin de se montrer et faire des stats. Et je pense qu'il l'aurait fait cette année. Voilà. Ouais, d'accord. Donc, Colin Oliver, le numéro 30, voilà, surveillez ce joueur. Lorsque Oklahoma aura le ballon, voilà, checkez bien sur les côtés. Colin Oliver, le numéro 30. Ensuite, ouais, donc, alors, deuxième rideau, on y était déjà finalement, mais moi, il y a deux joueurs, voilà, comme tu disais, il y avait Kendall Daniels et puis il y a également Nicolas Martin, le Ouais. linebacker. Donc, voilà, c'est deux joueurs que je trouve très intéressants. Ouais, on va commencer par Nicolas Martin. Alors, Nick Martin, il a pris le rôle de Mason Cobb qui est parti du côté de USC Mm. et qui, avec succès, hein, parce que c'est très clairement le meilleur joueur du USC en défense. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, je comptais te relancer à mon nez là-dessus, mais c'est pas grave, on y est de suite. C'était pour dire quand même, ça fait un peu mal comme départ, parce que Mason Et ben en Cobb, c'est fait, un joueur, hein. on s'est dit ça, on s'est dit Mm. putain, Mason Cobb part, qu'est-ce qu'on fait? Et ben en fait, on a reload, hein, j'ai envie de dire, Nicolas Martin qui est sophomore et qui fait une saison extraordinaire, c'est le meilleur plaqueur Ouais. de Big 12, tout simplement. Alors pareil, le système lui convient bien aussi, donc il lui permet de faire beaucoup de stats. Parce que voilà, on va dire que la ligne défensive est là pour faire un peu chiant, pour occuper, on va dire, la ligne offensive, et derrière, les linebackers ont tendance à récupérer les plaquages, récupérer les plaquages pour perte, récupérer les sacs. Mais voilà, mais il faut le faire quand même. Et Nick Martin, il est là. Ils ont un duo avec Xavier Benson, qui est l'autre inside linebacker, qui est hyper intéressant, hyper complémentaire. Et ça fonctionne très bien. Et on pensait que les linebackers allaient être une faiblesse cette année avec le départ de Mason Cobb. Et en fait, on se rend compte que pas du tout, qu'on n'a presque pas perdu au change. Alors, si j'avais Mason Cobb cette année, j'aurais été très content d'avoir Oui, Mason Cobb cette oui. année, qu'on soit très clair, pour la profondeur. Mais voilà, c'est un joueur pareil qui sont très intelligents. Je pense que c'est un peu notre cheval de bataille sur le recrutement, c'est-à-dire voilà, ce joueur correspond à ce qu'on veut faire. De toute façon, quand tu vois le recrutement qu'on fait, c'est souvent des joueurs qui sont donc 3 étoiles, qui n'ont pas beaucoup d'offres. Enfin, tu vois, tu dis, ils vont avoir des offres de UTSA, parce que enfin, on se recrute beaucoup au Texas, mais tu vois, UTSA, UTEP, des trucs comme ça. Et puis en fait, Oklahoma State est la première grosse fac à offrir une bourse parce qu'on trouve que ça correspond à ce qu'on veut faire. Et en général, ça fonctionne bien. Alors, tout fonctionne pas, on est d'accord, mais voilà, on va pas forcément chercher. En fait, on va dire que McGundy n'a pas forcément cette politique de on va choper des étoiles pour choper des étoiles. On dit on va choper des gens qui correspondent à notre système. S'il est 5 étoiles, tant mieux. S'il est 4 étoiles, tant mieux. S'il est 2 étoiles, tant mieux. Enfin voilà, on s'en fout. On veut juste quelqu'un qui nous corresponde à ce qu'on fait. Et je pense qu'on vend aussi ça aux jeunes lycéens en disant voilà, peut-être que Alabama te veut pas, mais nous on te veut et nous on veut te faire progresser dans ce système-là qui te correspond. Et je pense que ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien pour notamment les gosses texans qui, quand ils n'ont pas d'offre pour Texas ou des choses comme ça, parce qu'on voit quand Texas ou Texas A&M débarquent, c'est quand même un peu plus compliqué de les tenir, on va dire. La secondary, moi, je vois Cameron Epps. Il me plaît bien, ce safety, là. Il est très jeune, il est très prometteur. Après, je sais pas, les cornerbacks, je les connais pas trop. Donc, dis-nous un petit mot sur cette secondary. Alors, la secondary, c'est très clairement le point faible de cette année. Ah, Alors, malgré le fait voilà, qu'on joue avec 5 mecs derrière, il y a des trous d'air, on va dire. Je pense que, pareil, mais là, je vais être très clairement, je pense que ça vient du fait du changement de système aussi qui rentre en ligne de compte. Alors, on a deux très bons joueurs, je pense, dans la secondary. C'est Kobe Black, le cornerback, pardon, très expérimenté. Donc, nous, on a perdu Jabbar Mohammed, qui est parti du côté de Washington. Voilà, c'était son compère et ils étaient un duo vraiment excellent. Il est parti du côté Washington avec succès aussi. Donc, voilà, quand on voit les programmes pour lesquels sont partis nos joueurs, on se dit voilà, que c'est quand même souvent oui. des bons joueurs. Ouais, je savais pas qu'il venait de. J'avais pas fait gaffe, tu vois, parce que je l'ai vu, Ouais. Mohamed, avec Washington. Effectivement, il est bon, ouais.
Et ouais, il a été très très bon. Il a été très très bon avec Oklahoma State et notamment contre Notre-Dame quand on a joué le Fiesta Bowl contre Notre-Dame il y a 2 ans. Donc voilà, donc on a très clairement un problème, on va dire entre guillemets, sur notre poste de cornerback numéro 2. Et après, du côté de la seconderie, c'est assez jeune. Alors c'est vrai qu'Aaron Epps, il a fait un match avec 2 interceptions contre Kansas State et notamment un pick six, mais il est redshirt freshman Hmm. avec voilà, les défauts que ça sous-entend. Alors il est très explosif, il sent bien le jeu, mais il a quand même des trous d'air. C'est le cas de toute la secondary de manière globale. Tu as parlé de Kendall Daniels, le safety. Kendall Daniels, pareil. Pas plus tard que samedi, là, il fait au bout d'un moment, je sais pas, il refuse de plaquer un joueur et voilà, il part. Le running back part pour 75 yards TD. Et puis derrière, il va être partout, il va plaquer. Enfin voilà, cette seconderie et autant les autres corps, je les trouve, tu vois, pas de plaquage loupé. Enfin, je trouve cohérente et régulière. Autant la seconderie, c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, donc ça va être, je pense, je pense contre Dylan Gabriel, ça va être voilà, je pense qu'OU va préparer son plan de jeu pour nous faire chier sur la seconderie. Nous, on va préparer le plan de jeu pour qu'il nous fasse pas chier sur la seconderie. Enfin voilà, le truc classique. Mais on va dire que défensivement, c'est quand même notre point faible, c'est quand même au niveau de la seconderie, quoi. D'accord, ok, ben justement, tu me fais la transition là, parce que ben, on va arriver au Bedlam Série, donc on va arriver à Oklahoma. Avant de parler d'Oklahoma, vas-y, un petit mot comme ça sur la Bedlam Série, puisque voilà, moi je l'ai dit en introduction vite fait, mais cette rivalité qui a en plus un nom, etc. Vas-y, un petit mot sur cette rivalité. Ouais, bien sûr. Alors Oklahoma est notre rival principal, nous, Oklahoma State, mais nous ne Déjà, sommes c'est à pas. combien? C'est proche, c'est loin, ça doit être proche, Alors non? Norman, c'est au sud de Oklahoma City. Il y a 1 heure et demie, je vais dire, voilà, de voiture. Oui, Et bon, c'est assez proche, ouais, c'est ok. relativement proche, effectivement, parce que Stillwater se retrouve, c'est à peu près à mi-distance entre Tulsa et Oklahoma City. Voilà, pour vous donner, c'est un peu au milieu de nulle part. Et Norman, c'est la banlieue sud d'Oklahoma City. Voilà. D'accord. C'est d'ailleurs la troisième plus grande ville de l'État après Tulsa et Oklahoma City. Donc voilà, donc il y a une rivalité qui est féroce pour Oklahoma State, mais beaucoup moins pour Oklahoma. En fait, toute proportion gardée, on va dire, ça ressemble un peu à la rivalité Michigan-Michigan State, tu vois, avec Ah, Michigan State, dont le rival principal est Michigan, mais Michigan, dont le rival principal n'est pas Michigan State, mais Ohio ouais. State. Tu vois. C'est à peu près ça. Alors, quand on me demande d'écrire la série, il y a toujours un fan c'était un fan d'Oklahoma qui dit je préfère gagner contre Texas, mais je ne préfère pas perdre contre Oklahoma State, parce qu'Oklahoma State, ils ont tellement peu l'habitude de perdre contre nous que, en fait, on leur fout plein la tronche pendant 1 an et que ça n'arrête plus et qu'on ressasse les choses Ouais. à plus savoir qu'en foot parce que bah, c'est tellement rare. Parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand on voit le calibre d'Oklahoma State, on dit que la rivalité va être serrée. Bah, en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est probablement la rivalité la plus one-sided de tout le college football. Enfin, Oklahoma est à 91 victoires pour 18 ou 19 pour nous. Enfin, là, j'ai plus les chiffres en tête, mais tu vois, Ouais, ouais. c'est assez terrible. Et du coup, nous, ça nous crée un vrai sentiment d'infériorité vis-à-vis d'Oklahoma, tu vois. Euh, je l'avais tweeté l'année dernière. Pour qu'on batte Oklahoma, il faut qu'on soit largement supérieur à eux. 2011, on est largement supérieur à eux. C'est l'année où Oklahoma State termine troisième. Aurait dû jouer la finale nationale. Bref, on va pas revenir là-dessus. 2021, meilleure année de l'histoire du programme face à un Oklahoma qui était en dilettante avec le problème Spencer Rattler, etc., etc. Et toutes les autres années, et ben en fait, c'est compliqué. Alors, on a 2014 qui est un peu à part parce que on avait Tyreek Hill et Oklahoma était très largement plus faible que ça a pu avoir d'autres années. Mais voilà. Mais cette année, je suis assez confiant parce que pour une fois, les dynamiques sont quand même en faveur d'Oklahoma State par rapport à Oklahoma. Donc voilà. Donc après, pour parler plus largement de la rivalité, c'est vrai que c'est ce qui fait l'essence du college football. Voilà, moi je le répète assez souvent. Enfin, tu connais mon avis sur le réalignement, etc. Le départ de OU et de Texas pour la SEC. Ça crée un vrai sentiment d'abandon de la part des fans d'Oklahoma State vis-à-vis des fans d'Oklahoma. Enfin, on a très mal pris le fait que Oklahoma fasse son truc avec Texas, alors que, en fait, mettre la rivalité avec Texas, en tout cas mettre en avant cette rivalité-là avant l'État. Et quand on voit, si tu veux, Oklahoma, c'est un petit peu, enfin, pareil, toute proportion gardée, la Belgique par rapport à la France. Enfin, tu vois, cette espèce de truc, l'Oklahoma complexe vachement de ne pas être le Texas d'une certaine façon. Et se dire, putain, ces mecs-là, ils ont planté un couteau dans le dos à Oklahoma State, à l'État, pour faire un truc avec Texas.
c'est quand même difficilement entendable. Et voilà. Et puis, alors je sais pas si je les déteste, je sais pas quel terme, mais je suis assez déçu de ça. Je suis assez déçu de perdre Bedlam quand même. Je veux plus jouer Bedlam parce qu'ils ont décidé de partir. C'est eux qui ont décidé. Voilà. C'est un sentiment assez, on va dire, répandu dans les fans d'Oklahoma State. En disant, vous voulez partir, très bien, mais comptez pas sur nous pour. Voilà, on fera notre business de notre côté, pas de souci. Si on doit se rencontrer en bowl, on se rencontrera en bowl, pas de problème. Mais voilà, dans un premier temps, ne nous adressez plus la parole. On va faire notre vie sans vous. Vous avez décidé de partir. Voilà. Donc voilà, c'est un contexte quand même très particulier, puisque ça sera le dernier Bedlam avant je ne sais pas quand. Tu ne sais pas, je ne sais pas, personne ne sait finalement. Donc ça sera d'autant plus important de terminer au moins la série actuelle sur une victoire d'Oklahoma State pour rappeler aux fans de You que la dernière victoire, c'est Oklahoma State qui l'a remportée, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça, ouais. En plus, c'est à domicile, c'est chez Ouais. vous, donc ouais, ça renforce encore ce sentiment, ouais. Donc ouais, cette équipe d'Oklahoma, voilà, qui est un peu moyenne, ils font des bonnes choses et puis des très mauvaises ensuite, c'est vraiment inconsistant. Alors après, oui, il y a quand même quelques joueurs pour les gens qui vont regarder ce match, évidemment, le quarterback Dylan Gabriel, là aussi, il fait des erreurs, mais il fait aussi des bonnes choses, il y a quelques joueurs intéressants en attaque. Moi, j'aime bien, par exemple, le coureur, Tawi Walker, très costaud, etc. C'est pas un monstre non plus, mais voilà, il a ce côté, j'avance, je défonce un petit peu tout. En défense, il y a le linebacker que j'aime bien aussi, comment il s'appelle, Stutzman, voilà, Danny Ouais, qui est Stutzman. blessé. Et qui Qui est est blessé, blessé. aïe, aïe, Ah, aïe. Ah, bah alors ça, c'est bon pour vous, parce que c'est un bon joueur, celui-là, ouais. c'est probablement le meilleur joueur. Hein, c'est probablement le meilleur joueur du côté d'Oklahoma avec Ethan Duns, l'Edge. Voilà, Ethan Duns qui est un pur produit de l'Oklahoma et pareil, voilà, qui faisait partie des joueurs qu'on aurait aimé recruter, mais qui a préféré le grand frère, voilà, d'une certaine façon. Sur le papier, il n'y a pas de grande différence entre ces deux équipes. D'ailleurs, au niveau de Vegas, enfin des coachs, je crois qu'Oklahoma est donné favori de 4 points, ce qui n'est pas grand-chose. Donc voilà, après voilà, comme je dis toujours, la vérité d'un samedi n'est pas la vérité du samedi suivant. C'est un match de rivalité avec tout ce qui peut se passer derrière. Mais voilà, si on n'est pas confiant cette année-là, on l'est pas souvent, quoi, tu vois, d'une certaine façon. Ouais, ouais, ben écoute, tu sais quoi, justement, on va terminer cet épisode. Tu vas nous donner une clé du match et Ouais. puis ton pronostic. Alors, je vais donner une clé du match avec Oklahoma State le ballon et Oklahoma ballon, si ça te va. Je pense que la clé du match, quand Oklahoma State aura le ballon, ça va être capable de remettre ce jeu à la course en place. Oklahoma a énormément de mal à contrer le jeu à la course. Les 3 derniers matchs, il y a au moins un coureur qui a fait plus de 100 yards. Quand on voit la forme d'Oli Gordon, on se dit que ça devrait pouvoir fonctionner correctement. Si on arrive à mettre le jeu en place au sol, je pense que la défense aura du mal, sachant qu'ils sont, voilà, il y a des blessés et voilà, de ce côté-là, ça sent plutôt bon. Côté Oklahoma, si on embête Dylan Gabriel sur ses lancers et s'il n'arrive pas à mettre en place son jeu de passe, voilà, si la seconde de risque trouve pas, pour être plus précis, je pense que ça peut le faire parce qu'il y a cette équipe d'Oklahoma, je la trouve voilà, cohérente, mais il n'y a pas de playmaker hyper important. Tu vois, hier, il y a CeeDee Lamb qui a sorti un énorme match contre les Rams. Il n'y a pas de CeeDee Lamb cette année, si tu veux. Tu vois, Il n'y a pas de ça Marvin manque. Mims, il n'y a pas Ouais, de. Ouais. ça manque de joueurs de ce calibre-là. Alors, je dis pas qu'il n'y Mm, a pas de bons joueurs, c'est pas ce que je veux dire, mais ça manque de star makers mm. et de mecs qui nous enfoncent, quoi. Je veux dire, il y a des années, c'était quand il y avait le backfield Joe Mixon, Samaje Perine, mais c'était à pleurer, quoi. Tu vois, ça faisait bouger les chaînes tout le temps. Enfin, Baker Mayfield nous a fait tellement mal. Enfin, ils avaient tout le temps des joueurs, on avait peur d'eux avant même que le match commence. Et cette année, pas tant que ça, finalement, tu vois. Donc voilà, donc je vais dire mon prono. Je vais dire victoire d'Oklahoma State. Allez, d'un touchdown, avec un match assez offensif quand même, parce que c'est toujours, enfin, en général, c'est toujours des matchs offensifs au final, quoi. Mais je vais dire victoire, allez, 28, allez, 31-24, on va dire ça comme ça. Allez, ça ferait un beau match, ça en plus. Voilà, ben, c'est super. Bon, ben, du coup, ne ratez pas ce match. C'est demain en plus à 21h30. Voilà, c'est 20h30, pas. Comment? 20h30, parce qu'il y a tu sais, Ah le oui, changement d'heure. c'est vrai, ça a changé. Ben, c'est encore mieux, C'est encore mieux. 20h30. Oh là là, 20h30. Voilà, c'est nickel. C'est pas à 2h du matin ou je sais pas quoi. C'est une rivalité. C'est un match qui devrait être plutôt équilibré. En plus, voilà, comme tu l'as dit, c'est le dernier d'une grosse série comme ça. La rivalité de l'Oklahoma, c'est vraiment le match à suivre. En plus, vous avez maintenant toutes les clés que Baptiste vous a données. Donc, vous avez aucune excuse. C'est vraiment un immanquable. Et toi, Ben, ça va pas écoute, ton promo alors?
Ouais, je pense qu'Oklahoma State, cette année, ils sont bien parce que je trouve qu'Oklahoma, quand j'ai vu la victoire face à Texas, alors c'est pas qu'ils ont été impressionnants, mais quand même, ils ont battu Texas, ils ont fait un bon match. Je me suis dit que c'était vraiment du sérieux, mais en fait, c'est vraiment les montagnes russes, cette équipe, ils sont très irréguliers. En plus, tu vois, je savais pas la blessure de Stutzman, le linebacker, et c'est vrai qu'en face, il y a un super coureur, Oli Gordon, alors je veux bien. Brent Venables, c'est l'entraîneur d'Oklahoma, il est réputé pour sa défense, il va quand même faire quelque chose au niveau de la défense, il a des bons schémas et tout. Mais s'il te manque des éléments majeurs, tu vas te faire trouer au sol par Oli Gordon. Et moi, je pense que l'un dans l'autre, en plus, c'est à domicile. En plus, on sent bien, toi, ton côté, comme ça, la rivalité, c'est le dernier match, on va vous faire payer un petit peu ce départ. Donc, si toi, tu l'as, on imagine bien que tout le vestiaire d'Oklahoma State, ils l'ont aussi, et tout le stade qui sera là, ils l'ont aussi. Donc, je pense que tout ça, mis l'un dans l'autre, ça fait que pour moi, je n'ai pas de score à donner, mais je pense que Oklahoma State va s'imposer. Ça serait mon prono aussi, ouais. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, on a Trace Ford, qui est un ancien defensive end, qui a transféré du Oui. côté d'Oklahoma. Donc, je ne sais pas s'il va jouer. Alors, je sais qu'il a très peu joué cette année. Donc, je ne sais pas s'il va jouer du côté d'Oklahoma State. Mais lui, il va être attendu et je pense qu'il ne va pas passer son meilleur match s'il est sur le terrain. Mais honnêtement, je ne crois pas. Je crois qu'il a un peu des difficultés. De toute façon, il a eu trois ruptures du talon, enfin, des ligaments croisés du genou. Donc, bref, c'est un joueur qui a été très souvent blessé, malheureusement. Voilà, voilà. En tout cas, merci Zappa de ton invitation. Je trouve que c'est cool. Moi, j'ai regardé tous les épisodes que tu as fait avec les autres. Je trouve que c'est très bien. C'est une bonne initiative. Et puis voilà, nous, on est. Et puis, alors pour faire un peu de promo The Trick Play très rapidos, je trouve je crois que c'est Misou France qui a dit qu'il avait créé le compte un peu grâce à nous et je trouve que c'est très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à créer des comptes FR. Je trouve que l'ambiance est plutôt quand même plutôt bonne. On se charrie gentiment. Voilà. Alors il n'y a pas de compte OU, tant mieux pour l'instant. Mais voilà, il manque quelques gros comptes, on va dire, voilà, qui n'existent pas. Mais le college football, c'est un super univers. La communauté française est quand même plutôt, voilà, plutôt bon enfant. En plus, je trouve qu'il y a maintenant des vrais liens avec la communauté NFL. Enfin, tu vois, avec tout ce qui est travail de draft. Enfin, tu vois, Ryan, Val, avec toi et Victor. Enfin, bref, il y a une espèce de cohésion, je trouve, qui est quand même plutôt sympa à voir. Elle n'est pas si grande que ça, cette communauté-là. Donc voilà, il y a un peu, voilà, on discute de tout, de rien. Il y a Cyprien aussi. Enfin, bref, il y a une espèce d'échange un peu sympa sur plein de choses. Et voilà, n'hésitez pas à en faire partie. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, voilà, au départ, j'y connaissais rien et il y a des choses que je ne connais pas encore. Et voilà, on progresse tranquillement. Et puis, je pense qu'il y a tellement de choses à voir, en fait. Des fois, enfin, tu vois, moi, je ne suis pas très axé draft. Moi, ce qui compte, c'est plutôt l'histoire du college football en lui-même. Mais voilà, on peut être axé draft, on peut être axé sport, on peut être axé. Enfin, bref, il y a on peut l'attaquer de plein d'angles différents. Et c'est ce qui, je trouve, rend le sport intéressant d'une certaine façon. Oui, c'est ça, exactement. Et par rapport justement, alors ce sport, mais aussi ce sport donc universitaire, c'est comme tu dis, c'est que moi des fois je regarde des matchs, ben, pour regarder un match, et Mhm. puis voilà, ça attaque, ça défend, qui va gagner, il y a le changement de lead, enfin un match, quoi, c'est super. Et puis des fois je regarde un match parce que je veux voir un joueur. Donc Mhm. à chaque engagement du ballon, ben, je regarde le left tackle, qu'est-ce qu'il fait pas, parce que je surveille ce joueur. Donc ouais, on peut le regarder de différentes façons, et c'est vrai que c'est super. En plus, de toute façon, c'est toujours dans des stades incroyables, avec une super ambiance, et puis ils ont des tenues magnifiques. Et puis, ouais, le football universitaire, moi, je n'arrive pas à comprendre les gens qui regardent pas ça et qui regardent la NFL, tu vois, je comprends pas, mais c'est pas un jugement, chacun fait Mhm. ce qu'il veut, mais le football universitaire, ouais, effectivement. Donc, ben, venez et profitez, parce que ça vaut Pour moi, vraiment comme le je dis coup. à chaque fois avec Gus, on en parle souvent. Pour moi, c'est presque deux sports différents, la NFL et le college football. Alors, je dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre. Enfin, il faut prendre ce qu'on a envie de prendre. Je comparais presque ça avec le foot de club et le foot national, enfin l'équipe nationale, si tu veux, d'une certaine façon. NFL plutôt avec ses équipes de France, j'ai envie de dire, et college football plutôt foot de club, quoi. Donc voilà, donc c'est un peu différent. En tout cas, Zappa, j'espérais pouvoir débriefer l'Olympico avec toi. Bah, on n'a pas pu, malheureusement. Ouais, m'en parle pas, va, vas-y, Ouais. c'est bon. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bref, non, voilà, on va pas terminer là-dessus parce que On est franchement, ouais, d'accord. ça plombe le moral. Ouais. Ah, ça plombe Donc le moral un voilà, peu. demain vous avez un super match à 20h30. Voilà, le 20h30. ratez pas, Oklahoma Alors, State. on n'a pas la programmation Bein, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit quand même choisi par Bein Ah, pour être pour passer parce que alors les matchs qui sont possibles, ouais, je regarde vite fait, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait ce match-là au moins en VO et pourquoi pas en VF quoi. Voilà. d'accord, ben oui, oui. Bon, après, sinon, ça se trouve en VO, mais oui, si Yes. Bein le passe, eh ben écoute, c'est encore mieux, hein, ça, il n'y a pas de souci.
Bon, ben, merci beaucoup, Baptiste. Merci, Merci c'était à très toi, Zapa. intéressant. Allez, Allez, ben, les amis, comment? à plus tout le monde. Et à plus tout le monde. Et voilà, on vous souhaite à tous un très bon week-end de football, évidemment, samedi, le football universitaire, puis la NFL, on aime ça aussi, donc le dimanche. Donc, bon week-end à tous. Allez, ciao. Salut à tous. Ah ben, super.